Olivier Norek, bonjour. Bonjour. 12e livre en live, hein, donc livre en live qui reprend un petit peu de sens, hein. On avait créé les livres en live au moment du premier confinement pour permettre un petit peu aux lecteurs non seulement de leur rappeler qu'ils pouvaient accéder aux livres, mais qu'ils pouvaient aussi à nouveau avoir accès à leurs auteurs. Et là, on est dans une situation qui à nouveau l'exige, j'ai envie de dire. Olivier Norek, je suis très impressionné par ce 12e livre en live, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait 6 livres. 2013, Code 93, 2014, Territoire, 2016, Surtension, 2017, Entre deux mondes, 2019, Surface et enfin Impact en 2020. Donc ça fait seulement 6 livres, mais ça fait à peu près 10 prix littéraires, dont le prix du polar européen et le grand prix des lectrices L. Vous êtes édité par Michel Lafon, que je remercie aussi au début de cet entretien, et puis En Poche chez Pocket. Olivier Norek, j'ai envie de commencer tout simplement par la dédicace de votre livre, Impact, qui dit « À ceux qui n'ont jamais connu cette planète, autrement qu'en danger ». Est-ce que c'est... Et je rappelle la dédicace de votre avant-dernier livre, qui était... Excusez-moi. À mon grand-père Herbert Norek, migrant silésien devenu citoyen français. Cette première dédicace, elle s'adressait à un monsieur âgé, peut-être un monsieur disparu. Et j'ai l'impression que cette dédicace, elle s'adresse peut-être à la génération climat, à vos enfants. Je ne sais pas si vous en avez. Non, j'en ai pas. Ou alors je les ai perdus. Non, j'en ai pas. Et c'est, en tout cas, c'est, enfin, moi j'ai l'impression enfin, j'ai l'impression que vous êtes aussi précis, aussi virulent que Greta Thunberg là-dedans, quoi. Oui, précis et virulent. Ah là là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça fait longtemps que les gens n'écoutent pas. Ça fait longtemps qu'on n'écoute pas. Je dis les gens, mais en fait, à chaque fois que je vais dire les gens, considérez que je suis à l'intérieur, hein. C'est Victor Hugo qui disait c'est une triste chose de songer que la Terre nous parle, mais que le genre humain n'écoute pas. C'est vrai que ce sont deux dédicaces, une dédicace dans le passé, une dédicace pour mon grand-père et le trajet qu'il a fait de la Pologne jusqu'à la France pour devenir mineur, pour s'intégrer dans ce pays. Et puis, ce qui est magique aussi, c'est la vitesse aussi à laquelle les choses sont faites. Mon grand-père était mineur, donc c'était un homme de la terre, un homme de sous-terre même. Et il a eu un enfant, mon père, qui lui a été énarque et qui s'est retrouvé à la tête comme ça de très grandes administrations, à la radio, à la télévision, en politique. Donc c'est fabuleux, cette rapidité avec laquelle les choses se sont faites. Donc on a l'impression que c'est une dédicace pour hier, on a l'impression que dans Impact, que je dédicace aux générations futures, on a l'impression que c'est un message de demain, comme si l'écologie était l'histoire de demain. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, l'écologie, c'est effectivement l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire de demain, mais c'était déjà l'histoire d'hier. C'est-à-dire que l'écologie, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Je viens de vous citer Victor Hugo, j'aurais pu vous citer Jules Verne, j'aurais pu vous citer Darwin, j'aurais pu vous citer Pompidou, j'aurais pu vous citer le rapport du MIT en 1972. Donc voilà, passé, présent, avenir, tout ça se mélange avec bonheur dans mes, enfin pour mon bonheur, hein, pardon, excusez-moi, dans mes bouquins. Olivier Norek, vous avez l'habitude un petit peu de commencer vos livres par des scènes assez impactantes. Et la première partie du livre se passe dans le delta du Niger. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cet endroit? Cet endroit, il est nécessaire. Quand vous me regardez que je suis pas vraiment là, c'est qu'en fait, je suis en train de prendre des notes sur tout ce que vous dites parce que c'est important et je voudrais pouvoir rebondir. Vous parliez des premières pages. Après, on reviendra sur le Niger. Mais vous parlez des premières pages. C'est très important. Je sais qu'on est sûr et qu'à chaque fois on nous demande beaucoup d'attention tout le temps. Notre concentration est toujours prise par de la publicité, par des images, par de la musique, par de la surinformation, par plein de choses. Et j'ai toujours peur que le lecteur n'ait que quelques secondes à m'offrir. Donc c'est pour ça que ma première scène dans tous mes bouquins, c'est une très courte nouvelle qui commence et qui termine comme s'il n'y avait que ça et qui est censée attraper le lecteur, le kidnapper pour qu'il ait envie de lire les pages suivantes. Là pour Cette première scène, elle donne à voir une réalité crue. Moi, je retiens une phrase de cet endroit
vous le faites dire, enfin c'est le narrateur qui le dit, l'endroit où la vie a disparu. Oui, alors le delta du Niger, là où commence le bouquin, c'est un endroit où il y a eu plus de 4000 marées noires. C'est un endroit où les poissons ne vivent plus, où tout ce qui sort de terre est déjà fané. C'est un endroit où il y a tellement de pollution qu'il y a des pluies acides qui grignotent la roche, qui grignotent le métal. Alors imaginez ce que ça fait sur la peau des habitants. C'est donc c'est un des rares endroits sur la planète qui est impropre à la vie. C'est-à-dire qu'il n'aura pas fallu attendre les générations futures pour que déjà sur la planète, et il y a quelques endroits aussi comme ça dans l'océan où c'est totalement impropre à la vie. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience, et on va y revenir hein, sur le sujet de l'écologie, évidemment, puisque c'est le sujet de mon livre. Mais le problème, c'est que le danger nous semble très loin. Et les victimes de ce danger nous semblent bien éloignées, comme si elles n'étaient plus nos frères, comme si elles n'étaient plus êtres humains. C'est-à-dire que ce qui se passe en Afrique, eh ben, c'est pas si grave que ça, on a l'impression. C'est vrai que 2 enfants qui vont crever dans le déraillement d'un manège en Europe sera toujours plus vendeur et plus intéressant et plus émouvant que les 6000 enfants par jour qui meurent de faim en Afrique. C'est la peine au kilomètre, c'est la culpabilité au kilomètre. C'est pour ça que j'ai voulu mettre mon personnage principal, qui est militaire en Afrique, dans le delta du Niger. Et sa mission, c'est d'aller récupérer une petite humanitaire qui elle-même veut sauver un village du Nigeria. À cause justement de cette pollution et de cette pollution de l'eau, de cette pollution de la terre qui tue petit à petit les gens qui s'y trouvent. Et comme c'est une humanitaire française, alors évidemment, on envoie un commandant français pour essayer de la récupérer. Ce commandant, c'est Virgile Solal. C'est le personnage principal de mon roman. On pourrait l'appeler le héros de mon roman, mais vu ce qu'il s'apprête à faire, est-ce que c'est encore un héros? On y reviendra, j'imagine bien. Ouais. Et en fait, ce personnage va être chargé. En fait, la jeune humanitaire va lui demander de lui rendre un service. Il y a un charnier pas loin. Et ce charnier, qui est composé essentiellement d'enfants, va être un futur foyer bactérien. Il faut absolument le protéger et protéger les gens qui restent encore autour. Et au lieu de les enterrer, mon commandant va décider de les brûler. Parce que pour lui, il y a une sorte de détachement, un détachement nécessaire, un détachement pour lui qui est vital. Mais il réussit quand même à se détacher de cette actualité, de cette vérité, de ce quotidien, de ce que les gens vivent ici. Et puis, alors que le feu brûle encore, il reçoit sur la radio satellitaire un message qui lui dit qu'il va rentrer en France, sa femme est enceinte et son enfant va arriver. Alors, j'en dévoile pas trop, évidemment, mais il va se passer un problème grave. Cet enfant ne prendra pas sa première respiration à cause d'un problème pulmonaire qui est dû à la pollution. Et là, tout d'un coup, c'est important. Tout d'un coup, cette pollution, tout d'un coup, ce réchauffement climatique, tout d'un coup, quand ça nous arrive à nous, ça devient important. C'est exactement dans ces 2 scènes d'ouverture le vrai problème de la lutte pour la transition écologique. Quand vous regardez autour de vous, que vous habitiez en Aveyron, que vous habitiez en Bretagne, vous vous posez les questions. Vous vous posez les questions de ce réchauffement climatique parce que nos forêts sont toujours vertes, parce que nous avons toujours de l'eau à notre robinet, parce que nous avons toujours de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir, de quoi boire, de quoi nous chauffer, de quoi vivre en fait, de quoi consommer et surconsommer. Et notre confort d'ici, qui se paye avec de l'argent comptant, eh bien, pas très loin, à quelques milliers de kilomètres, il se paye en vie humaine. Et il a fallu ce choc de 2 endroits, l'Afrique, la France, un problème qui ne lui semble pas personnel et un problème qui devient personnel, pour qu'il comprenne qu'en fin de compte, il y a sur la planète un assassin en série, l'assassin en série le plus virulent, le plus efficace, le plus aveugle du monde, qui tue par dizaines de millions de morts par an. Et cet assassin, c'est la pollution et le réchauffement climatique, mais il va falloir que ça lui tombe dessus. Comme j'ai l'impression parfois que pour nous, il faudrait qu'on ait un vrai électrochoc pour qu'on comprenne que c'est pas un problème dans plusieurs générations. Le réchauffement climatique, la pollution, tous ces changements, c'est des choses que nous allons vivre nous. Même moi, vieil homme à 45 piges, c'est quelque chose je vais assister à tout ça. Et alors, évidemment, les générations futures, ce sera leur quotidien, ce sera leur grammaire. Et alors, vous avez déjà dit plein de choses. Je reprends une phrase pour souligner le début de votre propos, une phrase qui est dans votre livre. Plus les effets sont lointains, moins ils nous touchent. Et cette phrase arrive à un moment où vous parlez de l'effet du goudron sur les poumons. Oui. Alors, l'électrochoc, c'est Virgile Solal en quelque sorte. Alors, l'électrochoc que je propose, oui, c'est Virgile Solal. Pourquoi c'est un électrochoc? C'est parce qu'il va faire quelque chose
que même moi, que même moi, je refuse d'accepter. C'est-à-dire que face à l'inaction du gouvernement, face à l'inaction des grandes entreprises, face à l'inaction de la justice, il va décider de reprendre un droit, qui est le droit à la défense. Si vous voulez, on peut faire une petite parenthèse que je trouve assez intéressante sur le concept de défense. Le fait est que c'est établi, j'ai le droit de me défendre. Si je reçois un coup, j'ai quand même le droit d'en rendre un. Sauf qu'il y a des gens qui sont un peu plus balèzes, un peu plus virulents, un peu plus violents que moi. Et quand ils reçoivent un coup, ils vont vouloir en rendre 10. Ce qui fait que dès le départ, en fait, le concept de défense était déjà perturbé par la diversification de ce que nous sommes. Il y a des gens violents, des gens moins violents. Donc, pour qu'on n'aille pas dans le chaos, dans la loi du talion, la loi de la vengeance, il a fallu qu'on établisse un système, une institution qui s'appelle la justice. Et la justice, c'est une institution à laquelle on offre, on donne, on lègue notre droit à la défense et on attend d'elle justement qu'elle punisse quand ça se passe mal. Malheureusement, aux Pays-Bas, par exemple, il y a la Cour suprême qui a forcé l'État à respecter les accords de Paris. Nous, cet élan, cette menace de la justice sur l'État, elle n'existe pas. Il a fallu qu'on en revienne à une pétition qui est la pétition de l'affaire du siècle, mais ça a été fait par des organisations, ça a été fait par des citoyens. Donc on a ce Virgile Solal qui voit en face de lui l'assassin le plus efficace de notre histoire, et il se dit que s'il n'est pas défendu, si sa fille n'a pas été défendue et si lui-même n'est pas défendu, eh bien il va prendre les armes. Il va prendre les armes et il se décide donc de s'attaquer aux grands patrons des grandes entreprises. Enfin, il en sélectionne quelques-uns, aux grands patrons des grandes entreprises. Donc voilà, c'est le sujet un peu complexe de est-ce qu'on va devoir arriver à la violence pour ça? Vous parlez d'électrochoc et je me permets de rebondir. C'est vrai que je parle beaucoup quand même, hein, et je me permets de rebondir. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un électrochoc que les contes de Perrault ou que les contes de Grimm? Dans les contes de Perrault, dans les contes de Grimm, on va raconter à des enfants entre 3 et 5 ans les choses les plus affreuses du monde. C'est-à-dire qu'on va parler des loups, on va parler des ogres, on va parler de ces images un peu métaphoriques qui ne sont autre chose que des alertes, que quelque chose de préventif pour faire comprendre à l'enfant qu'il va traverser très probablement dans sa vie l'abandon, le désamour, la perte d'un être cher, le divorce de ses parents, enfin plein de choses. Ce qui fait qu'il est plus armé, parce qu'on lui a fait peur avec des loups et des ogres, il est plus armé pour sa vie à venir que si on ne lui avait pas, présenté ces monstres-là. Alors, en fin de compte, en créant un monstre, en créant Virgile Solal qui va être une sorte d'activiste violent, j'essaye de faire un électrochoc, j'essaye d'être en fin de compte la terminaison nerveuse qui va vous permettre de comprendre quand vous posez la main sur une plaque chauffante qu'il faut vite l'enlever. Donc voilà, j'essaie d'être cette terminaison nerveuse. J'aurais voulu dire un lanceur d'alerte, mais mon Dieu, ça fait depuis les années 60 et 50 qu'on nous prévient déjà de cette société qui marche sur des énergies finies, mais avec une surconsommation infinie. Donc voilà, ces alertes, elles nous ont été lancées, comme je le disais tout à l'heure, par des auteurs, Jules Verne, Victor Hugo, par des scientifiques, Darwin, Aurélien Barraud, par absolument tout le monde, mais personne n'écoute. Alors j'espère qu'en faisant peur, j'espère qu'en mettant en avant un monstre, que je n'appelle absolument pas de mes voeux. J'écris pas ce bouquin pour qu'il devienne réalité. Je ne crée pas un monstre parce que j'espère qu'il arrive. J'écris ces lignes pour ne pas qu'elle arrive, pour ne pas que l'histoire arrive, et je crée ce monstre parce que j'ai très peur qu'il arrive justement. Mais je l'appelle absolument pas de mes voeux. Oui, alors là, vous avez dit plein de choses, Olivier Norek. Ouais, j'entends presque que ce livre est une fable, enfin en quelque sorte, pour adultes. Mais j'ai entendu aussi tout un tas de choses, c'est-à-dire que la justice, on peut la mobiliser en quelque sorte, on peut l'interpeller, on peut lui demander de faire justice. Quand vous avez parlé aussi du temps, le temps c'est quelque chose avec lequel jouent beaucoup d'industriels. C'est marrant parce qu'en lisant votre livre, je me suis souvenu de cette vieille expression qu'on disait autrefois, qui disait « que fait la police ?» Et puis en lisant des polars, on se dit qu'elle fait ce qu'elle peut. Et puis du coup, j'ai transformé cette phrase en « que fait la justice ?» en fait. Oui, en fait, vous présentez la justice comme une sorte de monolithe qui est obligé d'attendre qu'on la saisisse pour faire quelque chose. Absolument pas. Il y a une sorte de pouvoir secret dans la justice, un pouvoir assez méconnu, qui s'appelle la saisine d'office. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes victime d'un acte atroce, mais que vous décidez de ne pas déposer plainte,
Mais la justice n'en a cure, hein. C'est-à-dire qu'elle peut n'en a cure. Ça faisait une éternité que j'avais pas utilisé cette expression. La justice n'en a cure. Elle peut très très bien se saisir d'elle-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de déposer plainte pour que la justice décide elle-même de faire quelque chose. Et c'est vrai que on est quand même en face d'un sujet dont la conclusion se calcule en millions de morts. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps, effectivement, de s'autosaisir, de réaliser qu'en fait, nous n'avons que des lois de proposition et pas des lois d'obligation, et qu'on a besoin quand même d'un arsenal pour pouvoir nous défendre. Vous rebondissez aussi. Ouais, Allez-y. Vous rebondissez aussi sur le concept les entreprises prennent leur temps. C'est exactement ça. C'est-à-dire que de toute façon, on va y arriver. Hein. On va y arriver à la transition écologique tout simplement parce que ça va être obligatoire. C'est Bob Hunter, le créateur de Greenpeace, qui dit au début, les changements semblent impossibles, et à la fin, ils sont inévitables. De toute façon, on n'a pas le choix. On va pas avoir le choix, déjà parce que les ressources sont finies, et puisqu'à un moment donné, la planète va tout simplement nous rentrer en guerre avec nous, et c'est déjà ce qu'elle fait. Donc, en fait, on va dans la bonne direction. Tout le monde fait du greenwashing en disant « j'ai pour l'ambition de, j'ai pour projet de, je compte faire ceci ». Mais en fait, en fin de compte, ils prennent leur temps au possible parce que c'est quasiment quelque chose d'impossible qu'on leur demande. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous ne prenions pas sous terre la moitié du pétrole, du gaz et 80% de notre charbon. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à des grandes entreprises, il y a des trésors, il y a des milliards et des milliards de dollars sous terre, mais pour le bien de la planète, vous ne devez pas les prendre. Ça me rappelle une nouvelle de Dino Buzzati qui raconte l'histoire d'un homme qui trouve une veste. Et dans cette veste, à chaque fois qu'il plonge la main dans la poche, il va trouver de l'argent. Sauf que quand il dépense cet argent, il y a un proche qui a soit un accident, une maladie ou qui décède de manière assez particulière. Même quand il a conscience de ça, eh bien, il ne va pas réussir à s'empêcher de plonger la main dans cette poche parce que dans cette poche, il y a de l'argent et que visiblement, l'argent, c'est l'aliment au goût le plus délicieux du monde puisqu'on n'arrive toujours pas à s'en sortir et qu'il est roi et que même quand c'est pour notre survie, même quand c'est pour la survie de notre planète, eh bien, on n'arrive pas à refuser de faire des bénéfices. Le temps m'intéresse à plus d'un titre dans votre roman, puisque c'est un livre avec une légère anticipation, en quelque sorte. C'est-à-dire que cette histoire pourrait avoir lieu, par exemple, après le confinement, ou peut-être dans un confinement comme ça, des colères grossissent, en quelque sorte, et puis un jour apparaît un personnage qui agrège, en quelque sorte, toutes ces colères. Bah, c'est exactement ça, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais déjà enquêté pendant assez longtemps pour avoir toutes les informations pour écrire Impact. Et je me suis dit, quand est arrivé le confinement, je me suis dit, voilà, comme je me connais bien, je sais que j'ai toujours deux options. La première étant de me vautrer dans mon canapé pour regarder des séries ou pour bouquiner, ce que je sais très très bien faire. En fin de compte, je crois que c'est mon ADN, la glandouille. Ou alors j'allais faire un confinement utile, efficace, et j'allais l'utiliser pour écrire Impact. Sauf que quand on écrit, c'est bien d'échanger, de confronter, de faire du ping-pong avec les gens qui nous connaissent. Et c'est toujours bien de le faire en direct. Donc, c'est vrai que par Zoom ou par Skype, c'est plus compliqué. Mais c'est bien d'échanger. Ce qui fait qu'en fait, j'ai été tout seul pendant ce confinement. Et ce livre s'est écrit à l'encre de la colère. Désolé pour ce truc un peu théâtral. Mais c'est exactement ça, en fait. J'étais en colère. J'étais terriblement en colère. Et la première mouture de ce livre que j'ai écrit la première fois en 60 jours, était tellement en colère que quand je l'ai fait lire à mes primo-lecteurs, qui sont en général mes parents et mes meilleurs amis, eh bien, ils m'ont dit, c'est difficile de lire ce livre parce qu'on a l'impression que tu nous cries dessus. Et donc, c'est vrai que j'ai dû un peu le pacifier parce que oui, de cet isolement, de ce manque de communication, vient la réflexion. Et de la réflexion, souvent, on se pose la question de ce qui va bien et de ce qui va mal. Et cette colère, elle a été nourrie à longueur de journée par les recherches que je faisais et puis par notre quotidien. Parce que je ne vais pas vous dire que le Covid est lié immédiatement à l'écologie ou au flingage des biodiversités, même si je pense que c'est bien parce qu'on a quand même flingué pas mal de biodiversité qu'on s'est mis à faire de la soupe de pangolin et de chauve-souris. Mais ce qu'il faudrait voir aussi, c'est que ce qu'on est en train de vivre, il y a comme une sorte d'alerte, de mise en garde. Aujourd'hui, c'est le Covid. Ok, d'accord.
mon cœur est tout entier à toutes ces familles qui ont perdu un être cher et malheureusement, j'ai aussi dans mon entourage des gens qui ont été victimes de ce Covid. Mais souvenons-nous que c'est un virus adolescent. C'est un virus qui, pour l'instant, a touché essentiellement des personnes au-delà de 80 ans ou avec des comorbidités. C'est un virus qui nous a, voyons-le, terrassés. Nous sommes confinés chez nous. C'est quand même terrible. Sauf que des virus comme ça, il y en a un demi-million qui existent et qui sont sur les 5000 mammifères que l'on connaît, et un demi-million dont on ne connaît pas le début de la queue d'un indice et du fonctionnement. Mais encore, avec le permafrost et le pergélisol, qui sont c'est la même chose, qui sont les croûtes glaciaires qui ne devraient jamais fondre, eh bien, ces croûtes glaciaires emprisonnent des virus qui ont flingué des T-Rex et des dinosaures qui faisaient plusieurs tonnes. Et c'est des virus pour lesquels on n'est absolument pas prêt. Donc, voilà, il y a un écho, il y a une réponse. C'est plus on va aller là où on n'a pas à être, plus on va surconsommer et plus on va faire n'importe quoi avec les biodiversités et plus seront libérés des virus qui peuvent être des super virus et on n'est vraiment, vraiment pas prêt à ça. Donc, préserver notre planète, c'est préserver notre habitat, c'est préserver une partie de notre confort, même s'il est à réfléchir à nouveau. C'est préserver qui nous sommes, mais c'est aussi faire attention à une sorte d'énervement, de ruade, de séisme que la planète pourrait nous envoyer. Olivier Norek, je vous cite à propos d'un de vos propos, « L'humanité crève sans pouvoir crier ». C'est vous qui l'écrivez dans Impact. Ça rejoint votre état de colère. En tout cas, merci pour cette colère et merci pour les victimes du Covid. On en parle peu. Pour continuer un petit peu sur tous ces sujets, avec vous, avant, j'avais l'habitude de faire une liste de sigles qui existent, des polices spécialisées. Et puis là, en fait, si vous m'arrêtez quand vous voulez, mais j'ai envie de citer quelques chiffres, en fait, que vous citez. 500 millions de litres de brut dans 130 pays, 9 millions de morts par an de la pollution, donc atmosphérique, dont 25 000 par jour, un tiers de la population mondiale qui a soif, 230 millions d'années d'espérance de vie en moins par an. Dans certains milieux urbains comme Paris, l'espérance de vie peut diminuer de 4 ans, voire de 11 ans. 25 milliards de bénéfices dus au profit de la misère et de l'industrie de l'aide. 200 millions à 500 millions de réfugiés climatiques. 200 milliards d'évasion fiscale. Ces chiffres, ils sont tous dans votre livre. J'aimerais savoir un petit peu comment vous avez travaillé votre documentation, puis après on parlera peut-être un petit peu de la forme de votre livre, mais racontez-nous un petit peu comment vous êtes documenté pour écrire ce livre. Oui, alors c'est vrai que ça faisait beaucoup de chiffres. Je voudrais ils sont dilués dans le bouquin. Ouais, voilà. Mais quand ils arrivent, ils sont tous impactants. Oui, alors ça c'était important, c'est-à-dire que quand je veux impacter justement, je préfère raconter une petite histoire plutôt que dire des chiffres parce qu'en fait ça reste plus longtemps dans la mémoire. Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres sur lesquels on peut pas faire l'économie. Comment j'ai trouvé tout ça? C'est 1 an et demi d'enquête. Alors c'est des chiffres qu'on connaît. Elle commence quand l'enquête? Excusez-moi, Olivier Norek. L'enquête elle commence il y a un peu plus de 2 ans sur une conversation que j'ai avec mon père sur l'état de la planète et je me demande à un moment donné, un peu comme tous les auteurs de polar, on se dit pour mon prochain polar, ce serait bien d'avoir un bon assassin, une bonne scène de crime, une bonne victime. Alors comme assassin, j'ai le réchauffement climatique et j'ai mes dizaines de millions de morts par an, donc je peux pas trouver mieux. Comme scène de crime, j'ai la planète. Comme victime, j'ai l'humanité. Donc c'est vrai que à force de converser comme ça avec mon père, qui est assez érudit, on en a quelques-uns comme ça dans la famille qui sont des puits de sens, des puits de science. On les appelle les pics de la Mirandole. Je ne sais pas si vous connaissez pics de la Mirandole, c'est quelqu'un qui savait tous. Voilà, bon, voilà. Donc, dès que je commence un sujet, j'aime parler comme ça avec ces membres de ma famille qui sont visiblement des Wikipédia sur pattes. Et donc voilà. Donc une fois que j'ai un peu le sens de mon livre, je pars toujours en enquête. Et je l'ai fait pour tous mes bouquins. Je passe un contrat de véracité avec le lecteur, c'est-à-dire que j'essaye de vous proposer un bon polar. J'essaie de vous faire passer par la palette un peu, par le nuancier de toutes les émotions qu'on peut avoir, un petit peu d'amour, un petit peu de déception, un peu de trahison, un petit peu d'horreur, un petit peu de suspense. Voilà. Et puis on mélange un peu tout ça et normalement vous êtes assez repu de ce que vous, en tout cas voilà, vous êtes pas déçu de ce que vous êtes venu chercher.
Mais si à la fin, il y a sur le sujet que j'apporte qui généralement est social ou politique, eh bien, on en apprend un peu plus, c'est toujours intéressant. Et c'est parce que je passe ce contrat de vérité que je veux absolument que le lecteur soit sûr que toutes mes recherches, ce sont des recherches avec des vérités que j'ai. En fin de compte, quand j'ai une information, je la malmène, je la maltraite. J'essaie de voir ses détracteurs, j'essaie de checker, de double-checker, j'essaie vraiment d'avoir plusieurs sources. Et là, ça a été la même chose, sauf que ça a été multiplié par 2 ou 3, parce que c'est vrai qu'il y a un sacré écran de fumée autour des résultats justement de notre indépendance aux énergies fossiles. Pardon, dépendance aux énergies fossiles. Fred Vargas commence son livre pas différemment. Elle commence son livre en disant voilà, j'ai voulu savoir un petit peu sur l'écologie et puis pour réussir à avoir déjà de bons chiffres et de bons faits, eh bien il faut passer déjà plusieurs semaines à épurer sur Internet tout ce qui va pas. Donc je me suis quand même assez éloigné d'Internet pour travailler sur ce sujet-là parce qu'Internet c'est quand même le temple du tout et n'importe quoi. Et je suis resté sur les rapports, sur les commissions, donc les rapports du GIEC, de l'ONU, de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la météorologie. J'ai lu énormément ouais, voilà, j'ai lu énormément de bouquins sur le sujet. Je voudrais que, à la fin de la lecture ludique de Impact, il y ait la possibilité d'une seconde lecture plus éclairée, plus consciente, plus compliquée évidemment, hein, parce que là pour le coup il faut y mettre un peu du sien. Mais voilà, il y a Impact, c'est un livre qui peut se lire de 2 manières. La première d'une manière ludique et la deuxième, je vous invite à faire le trajet que j'ai fait et à réfléchir avec moi et à avancer. C'est-à-dire que quand j'ai terminé Impact, quand j'ai terminé la dernière page d'Impact, mon travail a continué, qui est un travail de prise de conscience, un travail d'information. Quand vous terminez Impact, je vous donne la possibilité de continuer de manière plus consciente et éclairée le travail sur le message qui est proposé dans ce livre-là. Alors après, à vous de faire ce chemin avec moi ou pas. Hein, et c'est vraiment pas obligatoire. La traduction de cette enquête, avant qu'on revienne un petit peu au personnage et à l'histoire, elle prend la forme de chapitres qui s'appellent Nouvelles du monde, qui sont un petit peu comme des histoires qui sont intercalées en fait dans l'histoire policière. Et alors comment, parce que je pense que des histoires il y en a plein. Donc comment vous avez fait ce choix? Parce que par exemple, moi j'étais très étonné de découvrir la découverte du continent en plastique, par exemple, parce que je connaissais l'existence du continent en plastique, mais si c'est la vraie manière dont on l'a découvert, ça donne lieu à une véritable histoire. Oui, ça donne lieu à une magnifique histoire. Elle est tellement bien qu'évidemment que je l'ai inventée, mon cher. On peut la raconter un petit peu? Oui, bien sûr, puisque celle-là, elle l'a inventée. Les autres ne le sont pas. Alors, le continent plastique existe. Hein. Ce sont des millions de kilomètres carrés de plastique à perte de vue. C'est pour ça qu'on appelle le continent plastique. Mais c'est absolument rien, le continent plastique, en rapport avec ce qu'il y a sur le lit de l'océan. 4 trilliards de tonnes de plastique repose sur le lit de l'océan. Je vous défie maintenant, tout de suite, d'écrire 4 trilliards de tonnes sans vous planter de zéro. C'est des chiffres qu'on connaît, c'est des chiffres qu'on connaît même pas. Olivier Norek, vous revenez aux chiffres alors que je vous demande de me parler de comment vous avez voulu raconter ces petites histoires. Parce que les histoires, elles sont progressives aussi. C'est-à-dire qu'elles achoppent sur des choses réelles et puis de plus en plus, on va vers l'absurde. Alors, il y a une histoire qui est fascinante, c'est que, je pense que celle-là, elle est en grande partie vraie. Alors, elles sont toutes vraies, en fait. Elles sont absolument toutes vraies. Il y a juste, en fait, la mise en scène de la découverte du continent de plastique, parce que je trouvais que c'était quand même plus drôle de mettre une équipe de militaires dans un sous-marin il y a quelques décennies, dans un exercice nucléaire, où ils sont, donc il y a un bateau sur l'eau et un sous-marin sous l'eau, évidemment. Et donc, le bateau est censé chercher le sous-marin pour pas se prendre une torpille d'exercice, mais une torpille nucléaire. Et puis, à un moment donné, il y a le sonariste qui va découvrir que il y a peut-être le sous-marin qui en approche, sauf que c'est un peu diffus, qu'ils ont un petit peu du mal à comprendre la signature de ce navire. C'est surtout que le navire, il fait 500 mètres de long et que on appelle donc on appelle les vieux marins pour savoir s'il existe des navires de 500 mètres de long. Et puis en fin de compte, au bout d'un moment, on découvre que ce navire, il fait plutôt des kilomètres de long et des kilomètres de large. Que s'ils sont au-dessus effectivement d'un navire de guerre, eh bien c'est un vrai problème parce que on n'est pas du tout au courant d'un navire aussi grand. Donc on envoie un hélicoptère et puis l'hélicoptère en pleine tempête. En pleine tempête. Et cet hélicoptère, à un moment donné, se trouve en face d'une vague scélérate qui va faire
quasiment 70-80 mètres de haut. Mais c'est une vague qu'il a jamais vue parce que c'est une vague de plastique, de pneus, de bidons, de microbilles de plastique. Et donc, on est en face de la découverte, effectivement, de ce continent de plastique qu'on prend d'abord pour un navire militaire qu'on n'a jamais vu jusque-là, et puis après qui se met à attaquer même le pauvre pilote d'hélicoptère qui manque d'y rester. Puis du coup, l'exercice est raté, hein, finalement, le bateau est coulé. Oui. Et ça fait dire au capitaine, j'adore, quand les emmerdes arrivent, elles arrivent en escadrille. Oh, ça, c'est pas de moi, ça, attention. C'est du Audiard, si je me trompe pas. Mais c'est dans le bouquin. Mais c'est dans le bouquin, évidemment. Génial, génial. En tout cas, c'est pas entre guillemets. Ah merde, c'est pas entre guillemets? Non, mais je me rappelle pas. Mais il me semble pas. Non, mais je viens de réaliser que c'est très probablement pas entre guillemets. Et il me semble que le capitaine dit ça avec un naturel. Oui, tout à fait, tout à fait. Ces histoires, elles avancent progressivement et elles vont un petit peu vers l'absurde. Et il y a une autre histoire qui est complètement délirante, c'est celle, on a tous encore en mémoire, j'espère, ces incendies qui ont ravagé le bush australien. Et là, vous parlez de tireurs, en fait, je pense de militaires, dans des hélicoptères, qui ont à charge d'éliminer 10 000 chameaux. Pourquoi? C'est même pas des tireurs militaires, hein. Ils ont appelé tout le monde, hein. Ils ont appelé des chasseurs, ils ont appelé des snipers, ils ont appelé des flics, ils ont appelé tous ceux qui pouvaient. On est donc effectivement en Australie, dans un des incendies les plus dramatiques de notre histoire. Pour vous dire la vérité, en fait, les cendres de cet incendie ont recouvert la planète entière. C'est fou. C'est fou de voir qu'effectivement, les frontières et les pays sont des inventions humaines et que, à la manière de ces cendres, la pollution n'a pas de frontières et que ce qui se passe en Australie nous arrive sur le coin du nez. Et donc, on se retrouve effectivement embarqué dans un hélicoptère avec ces snipers qui ont pour charge de descendre des chameaux parce que les chameaux là-bas, alors c'est un animal qui a été importé et qui se multiplie de manière un peu à l'infini. Imaginez notre problème, notre problème dans les grandes villes, c'est les pigeons. En Australie, c'est les chameaux. Voilà, c'est qu'ils en ont énormément. Et avec cet incendie, voilà. Et avec cet incendie qui arrive, évidemment, les chameaux essayent de se planquer et puis quittent le bush. Mais non seulement ils quittent le bush, mais en plus ils sont en train de crever. Et en fait, c'est pas que les chameaux, mais la menace, c'est la menace des points d'eau. Et il faudrait pas qu'il y en ait un ou deux qui meurent dans les points d'eau, parce que sinon, c'est les points d'eau qui abreuvent certains villages et certaines villes d'Australie qui seront touchés. Donc, à un moment donné, il a été décidé comme ça de faire une sorte de mini-génocide de chameaux. Mais c'est pas le truc le plus saisissant de cette nouvelle. Le truc le plus saisissant, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé une seule et même chose dans cette cabine d'hélicoptère. À gauche, il y a une tempête de sable qui s'est soulevée. À droite, on a les feux et les flammes et les cendres de cet incendie historique. Et au milieu, on a notre pauvre sniper qui comprend pas du tout à quoi il assiste. Et il a vraiment l'impression que la Terre est en colère et que la Terre crie, la Terre gronde. Parce qu'à gauche, il a une énorme masse de sable qui est en train de se lever sur des centaines de mètres de hauteur. À droite, il a ces énormes flammes et ces cendres. Et à un moment donné, arrive une tempête de glace. Et il se retrouve avec des grêlons de la taille de melons qui commencent à exploser l'hélicoptère. Et donc, d'un côté, on a le sable, de l'autre côté, on a le feu, en face, on a la glace. Et on a vraiment l'impression, à ce moment-là, que la Terre est en colère et que la Terre a décidé d'une punition. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. À un moment donné, il y a eu ces trois éléments en même temps. Et je trouve ça assez fou qu'en fait, il n'y ait plus de conjugaison, il n'y a plus de grammaire, tout arrive en même temps, comme si on parlait une langue incompréhensible. C'est ce qui va nous arriver de plus en plus, d'ailleurs. C'est intéressant, vous avez appelé nouvelles, c'est Nouvelles du Monde. On ne va pas rester dessus parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. On revient un petit peu à l'histoire. Peut-être à votre tandem de flics, moi qui m'intéresse. Diane Meyer, Nathan Modis. Donc en fait, Diane Meyer, c'est une psychocriminologue et Nathan Modis, un flic. C'est un tandem que je trouve assez intéressant à plus d'un titre, notamment pour ce qui est de Diane Meyer. J'ai l'impression que c'est une femme dont vous enlevez quasiment toute, vous donnez une féminité à minima. Oui, alors après, moi, vous savez, que mon personnage soit un homme ou une femme, quand c'est un homme,
Bon, bah, je lui fais pas faire des trucs de bonhomme. Et quand c'est une femme, je lui donne pas obligatoirement des trucs très, très féminins. C'est ça que je Déjà, voulais t'entendre dire, parce que souvent, dans les tandems de flics, il y a une nana qui est super bien balancée et un ouais. gars qui est plutôt un gars, quoi. Bah, j'avais déjà écrit un bouquin qui s'appelle Surface où j'ai voulu mettre en avant un personnage féminin et histoire de pas avoir à me fader tous ces clichés. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit qu'on allait d'abord tomber amoureux d'elle pour ce qu'elle est à l'intérieur. Et pour être sûr et certain qu'on tombe amoureux d'elle pour ce qu'elle est à l'intérieur, je lui ai tiré dessus au fusil à la page 1, ce qui fait qu'en fait, elle est défigurée de la moitié du visage. Ouais. Oui, bah, enfin bon, après on va reprendre ce discours qui moi m'embête un peu. C'est vrai que en littérature ou à la télévision, dans les films, au cinéma, on laisse souvent à la femme pas grand-chose de plus que sa féminité. Moi, d'abord, Diane Meyer, qu'est-ce que c'est? C'est une psychocriminologue. C'est une personne qui est capable d'aller dans le cerveau des gens pour trouver leurs failles et pour voir comment elle peut les dissuader ou les manipuler. Donc c'est quelqu'un qui d'abord est dans l'intellect. Et puis après, j'aime jouer avec mes personnages, c'est-à-dire que j'aime mettre des personnages dans des situations dans lesquelles ils n'ont rien à faire. Dans Surface, justement, cette femme défigurée va devoir enquêter sur un cold case, donc quelque chose qui remonte à 25 ans en arrière. Et donc, comme il n'y a plus de traces et qu'il n'y a plus d'indices, il va falloir qu'elle aille dans l'histoire des gens et donc il va falloir qu'elle aille vers les gens. Et c'est pour ça que je la défigure, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus difficile pour quelqu'un qui voudrait rester caché que de savoir que pour résoudre son enquête, il va falloir qu'elle aille vers les gens. Donc, des fois, j'utilise mon histoire et j'essaie de voir quelle est la personne la moins bien placée pour pouvoir résoudre cette enquête. Là, ce que j'aime, elle vivrait bien cachée aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'aime chez Diane Meyer. Diane Meyer, elle est agoraphobe, elle est germaphobe. En fait, elle serait très, très bien chez elle dans un 3 mètres carrés à s'occuper juste d'aller dans la tête des gens. Et en fait, on va lui mettre dans les mains un assassin qui parle d'humanité, qui parle de monde, qui parle de planète. Quelque chose qui est gigantesque alors qu'elle est agoraphobe et qu'elle se sent mieux dans les petits espaces. Donc voilà, j'aime bien mettre en place des personnages qui n'ont rien à faire là, en fait. Virgile Solal, qu'elle va décrire au début comme un désobéissant. Oui, un désobéissant, parce que Virgile Solal, c'est d'abord un obéissant. C'est-à-dire qu'il est militaire, il a été flic, et puis à un moment donné, il va décider à désobéir, et il va décider, pour revenir à l'histoire, en fin de compte, il va décider de kidnapper certains grands patrons de grandes entreprises. Alors bon, je le cache pas, parce que je l'ai mis dans mes pages. Le premier qui kidnappe, c'est le patron de Total, et il le met dans une cage en verre. Cette cage en verre est hermétique. À l'intérieur, il y a un tuyau, et ce tuyau est relié à un moteur de voiture. Résultat, mon activiste va donc lui mettre un marché entre les mains. Soit il débloque la somme de 20 milliards d'euros pour mettre dans une fondation pour les recherches aux énergies vertes, et ça, on y reviendra sur la fondation pour la recherche sur les énergies vertes. Donc voilà, soit il donne 20 milliards de caution qui lui seront rendus dès qu'il aura fait son trajet vers la transition écologique, soit il allume le moteur de la voiture et alors là, il restera plus que 30 minutes à notre pauvre victime pour réussir à sortir de là. Il y a un autre... Donc oui, c'est un désobéissant, mais c'est un désobéissant sacrificiel. Il n'a pas envie de faire ça, il n'a pas envie d'être là, il n'a pas envie de prendre ce combat, mais il n'a pas le choix. Donc c'est un désobéissant parce qu'il a été tout d'abord, il a été très obéissant. C'est ça, vous l'avez appelé au début monstre. Je voulais vous demander si c'était vraiment un tueur, Virgile Solal. Alors, pénalement, oui. Sans trop révéler de choses, mais... Non, mais pénalement, oui, c'est un assassin. Évidemment, c'est un assassin. Il prend la vie de quelqu'un, il le fait volontairement. Donc, c'est un assassin. C'est même pas un meurtrier. Hein. Un meurtrier, c'est sans... un assassin, c'est qu'il y a réfléchi avant. Donc, c'est même pas une réaction réflexe de trahison, de coup de sang, de coup de folie. Non, c'est quelqu'un qui monte ce plan déjà depuis plusieurs années. Donc, c'est très, très clairement un assassin. C'est très clairement quelqu'un qui, si j'avais été policier, j'aurais pu l'arrêter. Et il y a presque un autre personnage qui est multiple. C'est Internet. Oui, alors justement, ça va me permettre de rebondir en fin de compte. Internet, les autres, les réseaux sociaux, les gens qui regardent, en fin de compte, tout ça, ce sont les lecteurs. La psychocriminologue et le flic, ce sont aussi des lecteurs. Parce qu'en fait, en fin de compte, ils sont tous dans la même position. Ils sont en face d'une personne qui va agir pour les autres, qui va agir de manière sacrificielle, avec un message qui peut être entendu par tous. Et donc, c'est terrible de savoir que, au fur et à mesure des pages, on risquerait d'être du côté du monstre. C'est terrible de se dire que oui, à un moment donné, si rien n'est fait,
est-ce que ce genre de monstre-là va pas apparaître? La question qui est posée, c'est la question qui est posée au lecteur, c'est la question qui est posée à ce psychocriminologue, à ce flic, c'est face au discours de cet homme qui se bat pour nous tous, de quel côté vous allez être? Donc voilà, c'est en double kaléidoscope. La première place, c'est celle de cette psy et de ce flic qui vont devoir décider de ce qui est juste ou pas. Et puis après, toutes les conversations entre cette psy, ce flic et l'activiste, le kidnappeur, vont être rediffusées sur les réseaux sociaux. Et c'est à la société. C'est d'abord à la société française, puis européenne, puis mondiale, de faire un choix et de savoir s'ils font partie des soldats de Gris Noir, puisque c'est le nom de son organisation. Voilà. Gris Noir a un motif qui m'a rappelé deux choses. C'est un masque de panda balafré. Ça m'a rappelé Joker, le Joker. Et puis, ça m'a rappelé aussi le masque d'Anonymous. Oui, c'est le masque d'Anonymous, c'est surtout d'abord le masque de Guy Fawkes de V pour Vendetta. C'est le masque de Salvador Dali pour La Casa de Papel. De toute façon, c'est toujours bien d'avoir un masque qui nous rappelle quelque chose. C'est toujours bien parce que ça s'inscrit immédiatement de manière un peu insidieuse dans une sorte d'acquis, dans une sorte d'ADN. Regardons les meilleurs films d'horreur, en tout cas ceux qui ont marqué le plus. On a Vendredi 13. Vendredi 13, c'est un masque de hockey. C'est le genre de truc, voilà, c'est inscrit dans notre cerveau, quoi. C'est quelque chose qu'on connaît. Et parce qu'on le connaît, on est déjà tout de suite un peu plus proche. Mais un peu plus proche de qui? De l'assassin. C'est toujours très intéressant, la manière dont on construit un peu psychologiquement ces personnages. Après, on a l'autre là avec son masque blanc, c'est Halloween. Voilà, l'assassin d'Halloween. Ça, c'est un masque blanc vénitien. Après, on a le masque de Scream. Le masque de Scream, c'est le cri. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on connaît très très bien en peinture. Donc, utiliser un panda balafré, c'était aussi rappeler un petit peu la Casa de Papel, rappeler Guy Fawkes, rappeler le Joker, et puis rappeler aussi la WWF. Les pauvres, je suis pas du tout en lien avec eux. Hein. N'allez pas penser qu'ils sont de quelque manière que ce soit en cheville avec moi. Mais c'était aussi l'intérêt d'avoir quelque chose qui rappelle quelque chose à tous. Olivier Norek, votre livre est génial et vous êtes intarissable. Il nous faudrait. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un problème de liaison. J'ai pas entendu la dernière phrase. Alors, d'accord. Vous êtes intarissable. Mais ce livre est génial aussi. Je maintiens. Et c'est pas pour vous flatter, Olivier Norek. Il y a beaucoup de questions qui arrivent en fait, donc j'aimerais que vous répondiez à certaines questions quand même. Avec plaisir. Mais quand même, parce que j'ai tellement de questions à vous poser. Vous avez parlé de cette situation où finalement le Internet, on est tous lecteurs de ce qui est en train de se passer. Et est-ce que il y a deux sujets que je trouve importants, mais on peut pas les aborder, on n'aura pas le temps. Mais c'est la notion de tribunal populaire. Et puis la notion de révolution passive ou de révolution active, de réaction passive ou agissante, ou de radicalité voilà. Et ça, je trouve, c'est peut-être aussi la force de ce livre. C'est très compliqué. Là, c'est très compliqué parce que là, vous avez apporté deux sujets sur lesquels il vous faudrait 10 minutes pour chaque. Mais répondons de manière un peu ludique à la première, c'est-à-dire au tribunal populaire. J'en parle justement dans le bouquin. Il y a la différence entre une lettre, un mail et Twitter ou Facebook. Une lettre, vous l'écrivez, vous choisissez vos mots, puis ça prend du temps d'écrire. Et puis vous pouvez la raturer. Et puis elle reste sur le bureau, vous l'envoyez pas tout de suite, il suffit pas de la jeter par la fenêtre pour qu'elle arrive. Donc il faut aller chercher un timbre et puis on a le temps d'y réfléchir et généralement on a une nuit qui passe. Donc des fois une lettre, la plupart du temps, c'est quelque chose de pesé, de mesuré. C'est vraiment l'écho de ce qu'on voulait dire. Puis il y a le mail. Le mail, c'est un peu rapide. On l'écrit, on n'est pas content. C'est un peu comme quand on appelle son ex quand on est bourré. C'est jamais une bonne idée. Voilà, on envoie un mail, on n'est pas content. Et puis le lendemain, quand on le lit, on se dit, mais mon Dieu, mais j'étais hyper vindicatif. J'aurais dû enlever ça, j'aurais dû changer de mot, j'aurais pas dû utiliser celui-là, j'aurais dû être plus tempéré. Mais ce qui se rapproche le plus de l'animal que l'on est, ce qui se rapproche le plus de nos réflexes primaires, qui sont la peur, le rejet, la colère, la haine. C'est terrible, c'est les tweets et c'est Internet. Là, on réfléchit même pas. On voit une information, alors on tape tout de suite. Et on en arrive à dire,
bah lui, il faudrait le tuer, ou lui, il faudrait le mettre en prison. Et on en arrive à des conclusions qui sont ultra violentes. On en arrive à dire des bêtises, comme par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être comme une grosse bêtise sur Mais Internet. ça nous arrive Oui, tous les jours. Ça nous arrive. il y en a marre du Covid, enlevez tous vos masques, il faut s'aimer, il faut vivre. Voilà, ça, c'est le genre de conneries qu'on peut très rapidement écrire sur Internet. Et on s'en veut souvent, Et pourtant, c'est ce qui est quand même le plus proche de l'animal que nous sommes, parce qu'on n'est pas autre chose quand même qu'un mammifère évolué, mais c'est quand même ce qu'on est de plus proche. Donc c'est toujours bien de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, ou d'éteindre, de rallumer cette fois son portable avant d'envoyer ce genre de choses, parce qu'on arrive vraiment à ce tribunal populaire de la punition, de la peine. Et souvent, la peine, c'est régulièrement la peine d'enfermement, la peine de prison, la peine de mort même, qui est décidée comme ça sur Twitter. J'avais une question un petit peu ludique. Dans un livre aussi tragique et aussi fort, quand on crée un personnage de pourri classique comme Péroni sur 2 pages, ça détend? Ah, il est bien, Péroni. Mais il y a plein de petits personnages comme ça qui perlent le bouquin. J'ai pas de second personnage, moi. Je les aime tous. Donc j'aime ce flic un peu dégueulasse qu'est Péroni. J'aime aussi ce terroriste qui a rien compris, qui s'appelle Lapin. Enfin, Lopin, non, pardon. Lopin, ouais. C'est des flics qui l'appellent Lapin. Mm. J'aime tous mes seconds personnages, et je les fais toujours avec cœur. Et oui, c'est toujours de grands moments de plaisir. On pourrait parler du bal des débutantes et ô combien il termine mal. Ouais, mais non, n'en parlons pas, laissons un peu de secret. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, pour ceux qui l'ont lu, souvenez-vous du bal des débutantes, et souvenez-vous que chaque virgule, chaque mot a été un délice à écrire. Olivier Norek, je passe aux questions. Que Karine Miletto m'excuse, mais j'ai l'impression que vous avez déjà répondu à sa question. Je prends celle de Damien 16. Comment décidez-vous de la longueur de vos romans? Impact est plus court que vos précédents, avec des personnages en retrait. Était-ce un choix de départ, ou cela s'est-il fait au feeling en écrivant? C'est une recherche d'efficacité, non? Oui, alors en fait, moi j'ai une écriture qui s'adapte vraiment à l'histoire que je raconte. C'est un pamphlet un peu, Impact? Non, c'est pas un pamphlet. C'est d'abord un roman. C'est un roman militant. C'est un roman engagé. Ce serait un pamphlet si j'étais d'accord avec tout ce que je raconte. Je suis pas d'accord avec l'acte homicidaire de Virgile Solal. Je suis absolument pas d'accord pour qu'on en vienne justement à cette violence. Mais je regarde aussi l'histoire de mon pays et l'histoire du monde. Je regarde l'indépendance de l'Inde. Je regarde les droits des Afro-Américains. Je regarde la Révolution française. Tout ça, c'est fait dans la violence aussi. Évidemment, je ne parle pas de Gandhi, mais je parle de Bhagat Singh. Je ne parle pas de Martin Luther King, mais je parle de Malcolm X. Donc voilà, c'est des choses qui sont faites dans la violence, et je crains vraiment que ça arrive. Mais pour répondre à Damien 16, que je salue d'ailleurs, avec qui on échange de temps en temps, pour répondre à Damien, en fin de compte, ce livre-là, effectivement, c'est un livre d'urgence. C'est un livre qui est aussi un cri de colère, un cri de peur. C'est un livre qui nous appelle à accélérer. C'est un livre qui nous appelle à ne plus prendre notre temps. Parce que ce qui est incroyable dans l'écologie, c'est que les décisions qu'on prend maintenant auront des effets dans 20 ans. Et que ce qu'on vit maintenant, ce sont les effets des décisions qu'on a prises dans 20 ans. Il faut prendre en compte qu'en fait, l'humanité, c'est comme... vous savez, il y a des bateaux qui s'appellent des supertankers. C'est des trucs gigantesques. Et quand ils décident de faire demi-tour, il leur faut des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Imaginez que l'humanité, c'est 1 million de supertankers les uns à côté des autres, et que pour pouvoir ne serait-ce que changer un tout petit peu, ça prend énormément de temps. Donc, les décisions qu'on prend maintenant auront des effets dans 20 ans. Donc, c'est immédiatement qu'il faut agir. C'est absolument pas trop tard. C'est loin d'être trop tard, mais il faut vraiment se réveiller. Et c'est parce que j'ai cette sensation d'urgence, c'est parce que j'ai cette sensation de colère que ce livre est plus court, que ce livre est plus ramassé, que j'esquisse une histoire d'amour, que j'esquisse une histoire d'amitié, que j'esquisse un personnage ou deux. C'est vrai que si ça n'avait pas été ce sujet-là, le livre aurait facilement pu avoir 100-150 pages de plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est des retours qui sont assez réguliers, pas majoritaires, mais assez réguliers, sur le fait que Impact se prend comme une gifle, mais a aussi la même durée aussi. C'est-à-dire qu'il est un peu court. Il a un peu notre rythme d'aujourd'hui, enfin, notre manière de penser, de réagir, de vivre. Une question, je signale qu'Entre deux mondes aura droit à une édition spéciale pour les fêtes. Il y a une question de Kunmilly sur Entre deux mondes. Est-ce que l'anecdote racontant les coupures d'eau chaude dans la jungle, donc de Calais, par la ville, est-elle vraie? Alors,
Dans mes romans, tout ce qui touche à l'intrigue, aux petites histoires d'amour, aux petites trahisons dans l'équipe de police, etc., c'est romanesque. Le reste, c'est absolument vrai. Partez du principe que dès qu'il y a un argument, dès qu'il y a un chiffre, dès qu'il y a une info, dès qu'il y a une référence, c'est vrai. Et d'autant plus avec Entre deux mondes, parce que c'est même pas là de la recherche, qui peut être quand même aussi tributaire aussi d'une erreur d'un journaliste, même si à chaque fois que je parle d'un fait, je fais en sorte d'avoir au moins 2 sources. Là, pour Entre deux mondes, j'y suis allé. Voilà. Pour le réchauffement climatique, je ne peux pas aller dans le monde, je ne peux pas aller dans l'écologie, ça a été mon grand drame, mais pour la jungle de Calais, j'y suis allé, j'ai posé mon sac à dos, j'ai vécu plusieurs semaines, j'ai été accueilli par la partie soudanaise du camp qui m'a accueilli et qui, de plusieurs manières, m'a aussi protégé. Mais donc, en fait, tout ce qui est dans Entre deux mondes, c'est absolument et dramatiquement et malheureusement vrai. Vous nous faites faire un sacré pas dans Impact. Vous avez dit quelque part que Entre deux mondes était quelque chose qui vous avait amené à un autre niveau d'écriture. Ah, j'ai dit ça? Ah, je devais être très très fier de moi ce jour-là. Non, je Alors sais pas, normalement, ça a été un moment important dans votre travail d'écrivain? Normalement, j'ai un moteur inverse, qui est le moteur du doute et le moteur du manque d'amour. C'est-à-dire que je fais toujours attention, j'essaie toujours d'être meilleur. On peut pas toujours être meilleur. Il y a des fois où on baisse de qualité. Le fait est que avec ma trilogie qui se passe dans le 93, c'est des histoires de flics. C'est des enquêtes sur lesquelles, pour la plupart, j'ai travaillé. Et donc, j'avais cette rambarde de la procédure, du livre procédural. Je sais comment avance une enquête. Donc, en fin de compte, je mets la littérature de côté et je reste sur l'ultra émotionnel, quasiment le viscéral. Entre deux mondes, je débarque dans la jungle de Calais avec déjà un petit polar dans ma tête et je me dis, ouais, je vais cadrer un petit peu les témoignages que je vais recevoir, histoire de faire rentrer dans ce que j'ai déjà prévu moi, de manière très prétentieuse, de faire rentrer leurs histoires dans le petit polar que j'ai inventé. Et puis, je suis assis, je suis avec eux, on parle jusqu'au bout de la nuit, ils me font confiance et ils m'offrent leurs histoires. Et je suis à ce moment-là responsable de les retranscrire le mieux possible pour que les émotions et que tout ce qu'ils m'ont donné puisse arriver jusqu'aux yeux du lecteur. Et là, je me dis que je ne pourrais pas faire l'économie de travailler ma littérature, de travailler mes émotions, de travailler tout ça. Donc, c'est aussi parce que j'avais au-dessus des épaules le regard de ces dizaines d'hommes et de femmes qui m'ont parlé et qui ont été tellement généreux de me raconter leurs histoires, qui sont la plupart du temps des histoires dramatiques, qu'en fait, j'ai pas eu le choix que de devenir un meilleur auteur pour écrire Entre deux mondes. Une question de Damien. Pour le prochain roman, avez-vous envie de reprendre un récit multi-personnages et multi-intrigues comme dans Surtension? Je me suis régalé à écrire Surtension. Je me suis régalé à écrire un puzzle parce que le plus intéressant dans un puzzle, c'est d'être sûr que personne ne soit jamais perdu. Dans Surtension, il y a quelque chose comme 45 personnages et j'ai la prétention, l'orgueil de penser qu'on n'est jamais perdu dans Surtension. Et c'est tellement amusant de créer des labyrinthes et de créer des puzzles et de créer des trucs hyper compliqués, mais qui en fait passent tout seul. Donc oui, j'ai adoré écrire ces 5 enquêtes en parallèle de Surtension. Je ne sais pas encore quelle forme prendra mon prochain bouquin, mais je sais juste que, comme dans Surface, je vais faire un retour au polar un peu machiavélique et un peu tortueux, mais très ludique. Voilà, le polar dont on tourne les pages et qu'on se dit à chaque fois, mais où on va aller, mais qu'est-ce qu'il nous réserve, et puis peut-être un roman un peu moins lourd à lire, lourd à écrire que l'ont été Entre deux mondes ou Impact. On dirait que vous amenez la question de Miguel Lina. Après ce point d'orgue, tout en restant polar, vous n'avez pas le désir de verser du fantastique réel, gore au fantasmatique, ça ira mieux demain. Alors, pour les prochains qui vont poser des questions, pas de mots de plus de 3 syllabes. Visiblement, trop, tu as beaucoup de mal avec quand c'est trop long. Je suis en train de relire la question parce que je la vois aussi. En fait, il n'y a rien qui me fait peur. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de parler du gore et ça. Il y a rien qui me fait, il y a rien que je vais m'empêcher. Si j'ai envie d'écrire une blouette ou si j'ai envie d'écrire une histoire d'amour tragique et déchirante, si j'ai envie d'écrire une histoire d'horreur, même si
Même si c'est vrai que depuis que Cédric Cyr s'appelle Cyr Cédric ou Cyr Cédric s'appelle Cédric Cyr et qu'il a laissé l'horreur aux autres, c'est vrai qu'il y a maintenant un boulevard. Pourquoi pas. L'humour aussi, alors que l'humour c'est très dangereux quand même, c'est un double tranchant. Mais en tout cas, je m'interdis rien. Je m'interdis rien. Peut-être qu'à un moment donné, le polar. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai eu envie de sortir du cadre simple du polar pour écrire Entre deux mondes ou Impact. Donc, je m'interdis déjà pas de sortir de ce cadre-là. Mais si à un moment donné, je peux raconter autre chose ou d'autres univers, ce sera avec grand plaisir. Je me dis aussi que je suis un garçon je suis très très impatient et je me lasse aussi rapidement des choses. Donc, c'est vraiment pas impossible que je m'amuse à aller un petit peu partout, même là où je suis pas invité ou même là où on m'attend pas. Avant qu'on finisse sur vos lectures, j'avais une question par rapport à la situation présente. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que les gens peuvent se rendre à Deux Citres ou dans les librairies Furet, parce qu'on a créé des comptoirs d'accès pour acheter les livres, et puis aussi qu'on peut chez nous les commander en numérique. Vous lisez par exemple en numérique, vous, ou je vois une bibliothèque derrière vous Oui, alors moi, c'est papier. J'aime beaucoup ça. Ce que j'aime, en fait, mon problème avec le numérique, moi, ça ne me dérangerait pas. Je suis pas un vieux dinosaure. Mais ce qui m'ennuie un peu, c'est que quand je passe devant ma bibliothèque, chaque livre me rappelle un moment de ma vie. Un petit peu comme quand vous écoutez en boucle une musique pendant les vacances. Moi, je faisais ça en colonie de vacances. J'écoutais toujours la même musique dans mon Walkman, ce qui fait qu'après les colonies de vacances, je pouvais tranquillement pleurer dans mon lit en me souvenant des bons moments que j'avais passés en colonie. Donc, je m'amuse à faire ça quand je me prépare à faire un grand voyage. Je prépare toujours une playlist parce que je sais que cette playlist va me rappeler ces moments-là. Et très bizarrement, il va y avoir tous les sens qui vont être requis. Il va y avoir l'ouïe. Enfin, on va se sentir de ce qu'on entendait, de ce qu'on touchait, de ce qu'on goûtait. C'est un séisme d'émotions. Et ben, c'est exactement la même chose avec les romans. Je passe devant ma bibliothèque et je me dis, tiens, ce roman, je sais où j'étais, je sais avec qui j'étais, je sais ce que je faisais, je sais où j'en étais professionnellement, je sais ce que j'avais aussi dans le cœur. Est-ce que c'était une période de ma vie où je m'appréciais? Est-ce que c'était une période de ma vie où j'étais heureux? Et ça me rappelle exactement une sorte de parenthèse très très rapide. Et donc je peux comme ça, comme si j'avais un journal de bord de ma vie, je peux comme ça passer le doigt sur la tranche des livres et me rappeler les moments que j'ai vécus, ce qu'on peut pas faire évidemment avec une tablette ou un livre dématérialisé. J'aime aussi corner les pages, j'aime aussi souligner des phrases, j'aime aussi, j'aime maltraiter un livre. Voilà, moi je corne, j'écris, je manipule. Et c'est ce que nous offrent pas les tablettes, mais malheureusement, dans des situations comme aujourd'hui, pour le Covid, il se trouve que c'est aussi une magnifique béquille pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès à une librairie. On a l'habitude dans Livre en Live d'ouvrir un petit peu sur les dernières lectures de l'auteur invité. Est-ce que vous voulez partager avec nous quelques lectures, Olivier Norac? Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est pas exhaustif, c'est vraiment... Oui, c'est un peu comme quand vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir? La réponse va être différente du lundi au vendredi. Là, vous m'avez cueilli. On est aujourd'hui mardi. Voilà, c'est des livres que j'aime. Je vous propose de citer le jour adéquat pour les lectures que vous proposez. Oui, là, ça va être plus compliqué. Donc, celui-là, c'est le tout dernier que j'ai bouquiné. C'est La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. Je me suis fait avoir. Je connaissais pas son écriture. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais je connaissais pas son écriture. Et c'est vraiment surprenant. Il est auteur, il est aussi scénariste, donc il sait très très bien manipuler les twists et les retournements de situation. Donc voilà, ça c'est un livre auquel on s'attend pas. François Despenoux, L'Importune. Alors déjà professionnellement, humainement, je suis amoureux de François Despenoux. C'est une des personnes les plus drôles et les plus sympathiques et puis les plus tolérantes que je connaisse. Mais à chaque fois que je le vois, au bout de 3 minutes, on est déjà en larmes, tellement on rit. J'aime beaucoup cette personne, mais c'est aussi, et ça, il me l'avait bien caché et je l'ai découvert dans L'Importune, c'est aussi un magnifique poète. Il est d'une sensibilité à fleur de peau et l'histoire qu'il raconte est tellement belle. C'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme et cet homme va lui présenter sa famille, mais va surtout lui présenter la maison de famille. Et dans cette maison,
dans chaque pièce, elle est importune, parce qu'elle est la pièce rapportée, parce qu'elle n'a pas l'histoire des endroits, elle n'a pas l'histoire des tapisseries, elle n'a pas l'histoire de ce tableau, elle n'a pas l'histoire qu'on raconte au coin du feu. Elle est l'importune, et pourtant, il va falloir qu'elle se trouve une place. Et je trouve ce livre d'une magnifique poésie. Alors lui, Cyril Carrère, il va falloir compter avec lui, le 4e rassemblement. Il avait déjà fait aussi, attendez, je reviens, il avait déjà fait aussi Grand Froid. Donc ça, c'est pour les soirées de couvre-feu ou les jours surnuméraires. C'est ça. C'est pour voilà, c'est pour le double samedi celui-là. Oui, voilà. Alors très intéressant à découvrir, mais surtout une vraie plume. Et quand on parle de page turner, je crois que lui fait partie de ceux qui vont vous kidnapper tout le temps du bouquin, un peu compliqué de refermer la page, de refermer le livre. Donc voilà, quelqu'un à suivre. Et puis en plus, il est passionnant. Il vit au Japon. Non, c'est vraiment quelqu'un à suivre, plein d'humour et très très intéressant. Et puis là, le dernier, mais alors là, Doliprane et surtout surligneur, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. C'est de la vulgarisation. Mais c'est de la vulgarisation, ça va nous raconter notre histoire du Big Bang dans quelques siècles. Mais c'est surtout que quasiment toutes les 10 lignes, vous allez faire « Mais oui, mais je sais ça pourtant, mais j'avais jamais fait le lien, j'avais jamais fait la connexion, j'avais jamais fait le rapport. » Et c'est quelqu'un qui nous trace une histoire de notre propre vie, un peu comme s'il nous racontait notre vie et qu'on découvre en fait des choses qu'on sait, mais qu'on n'avait pas vues parce qu'en fin de compte, ce qu'il apporte, c'est pas tant de la nouveauté, mais c'est un angle de vue. Oui, vraiment, c'est l'angle de Yuval Noah Harari et c'est une manière de voir les choses qui est très intelligente, mais c'est surtout se dire que à la fin du bouquin, on est carrément plus intelligent. Ça fait plaisir. Olivier Norek, merci beaucoup. Avec Impact, vous nous invitez à reprendre possession d'un droit fondamental et vous le faites avec brio sous forme de fiction. J'espère que vous avez un peu des nouvelles dans ce contexte un petit peu particulier le sort qui lui est réservé, puisque en fait il est sorti un tout petit peu avant ce reconfinement. Ah oui, il a eu 5 jours de vie avant que les librairies ferment. Écoutez, je suis pas fan de parler de l'évolution d'Impact. Je préfère juste vous dire qu'on est tous avec nos libraires, que ça veut pas dire qu'on est avec les grandes enseignes, mais que ça va être l'effet domino. C'est-à-dire le jour où on va rouvrir la librairie, et ben les grandes enseignes auront le droit à leur tour de rouvrir leur rayon livre. En fait, ça va être difficile pour moi d'en parler sans m'énerver, sans dire des bêtises et sans m'en vouloir quand je vais fermer l'écran. Je trouve juste tellement fou que la littérature ne soit pas considérée comme un bien essentiel. Il y a comment il s'appelle ce livre de Stefan Zweig sur le joueur d'échecs qui est emprisonné dans le joueur d'échecs, j'imagine. C'est l'histoire d'un type qui est enfermé. Il est en prison, il devient complètement fou. Et à un moment donné, il y a un geôlier qui va faire tomber un livre. Ce livre-là, malheureusement pour lui, c'est pas un roman, c'est juste un livre de coups d'échecs. Et en fait, c'est ce livre-là qui va l'empêcher de devenir complètement fou. Et il va se jouer des parties d'échecs comme ça dans sa tête à longueur de journée. Il a trouvé quelque chose pour que son cerveau, pour que son esprit puisse s'évader. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut s'évader par la télévision, mais la télévision, elle vous nourrit. C'est-à-dire que on vous propose un film ou une série et on vous dit, ça, c'est le personnage principal. Il ressemble à ça. Il a ces cheveux-là. Il a ces yeux-là. Il a cette voix-là. Ça, c'est le décor. Ça, c'est la musique. Ça, c'est la lumière qu'on y apporte. Ça, c'est la couleur. Et en fait, vous faites rien. Vous prenez. Sauf que dans un bouquin, vous êtes obligé d'aller piocher dans votre banque de données, dans votre banque d'images personnelles pour faire les propres images des descriptions qu'on est en train de vous faire. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est pas un livre, c'est votre livre, parce qu'il y a vos images. Donc à la fin, 100 personnes qui auront vu le même film auront vu peu ou prou le même film, mais 100 personnes qui auront lu le même livre auront lu chacun un livre différent. Parce que c'est pas un bouquin. À la fin, c'est votre bouquin. Parce que je vais vous parler d'une maison, d'une vieille maison.
Donc, vous allez chercher dans votre esprit, dans votre cerveau, des images de vieilles maisons que vous connaissez vous, que vous avez visitées, dans lesquelles vous avez vécu. Et donc, en fin de compte, effectivement, c'est pas un livre, c'est votre livre. C'est un séisme dans le cerveau quand on lit un bouquin. C'est une manière de s'évader. C'est dans les livres aussi qu'il y a la révolte. C'est dans les livres qu'il y a la désobéissance. C'est dans les livres qu'il y a les histoires d'amour, de trahison. C'est dans les livres qu'il y a absolument tous les sentiments. Alors, enlevez ça à des gens qui sont confinés. Attention à la folie qui guette. Je pense à un lieu dans votre livre, la place de la Bastille. Et dans ce que vous dites, moi j'entends des milliers de gens qui ont pris l'habitude spontanément de s'y retrouver quand il se passe quelque chose de grave. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, ça fait des milliers et des milliers de gens qui s'y retrouvent et qu'ils auront certainement matière à réflexion dans votre livre à plus d'un titre. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Olivier Norek. Et on essaye en toute sécurité de garder quelques points d'accès pour accéder à votre livre. Et merci beaucoup. Merci à vous. Et puis désolé à tout le monde parce qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais on refera un live. De 2 heures. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.